En République démocratique du Congo, il ne se passe pas un jour sans que l'argent de l'État soit détourné. Ce sont des millions de dollars, voire même des centaines, qui prennent des directions obscures. À l'opposé, la misère gagne du terrain. L'absence de réformes et de contrôles efficaces aggrave davantage la situation. Pour rendre les finances publiques au service de la lutte contre la pauvreté, il est donc temps de changer la situation. Doter les organes de contrôle des moyens nécessaires pour mener l'action. Message de l'Observatoire de la dépense publique. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce plateau spécial. La Constitution de la République démocratique du Congo prévoit que toutes les 5 années, le peuple souverain soit appelé aux urnes pour renouveler les animateurs de ces institutions. Dans l'article 73 de cette même Constitution, il est prévu que le président de la République soit élu 90 jours avant la fin de son mandat. Ce qui signifie qu'en même temps que le président, les députés provinciaux, les députés nationaux, et plus tard, le Sénat qui va être constitué. Nous sommes donc dans une obligation constitutionnelle d'organiser les élections. Ici, aujourd'hui, en 2022, il nous reste donc quelques mois pour que l'échéance 2023 s'impose à nous comme une obligation, non seulement constitutionnelle, mais historique. Il est donc important aussi, en même temps que nous sommes en train de parler de cela, qu'on puisse examiner non seulement le chemin qui nous mène vers les élections, mais surtout les moyens qui vont être disponibilisés pour que cette échéance soit respectée. L'Observatoire de la dépense publique nous permet aujourd'hui, grâce aux éléments d'information qu'il a pu recueillir, d'ouvrir les débats. Entre aujourd'hui et les autres élections, il faut qu'il y ait un débat citoyen, un débat civique qui permette l'implication non seulement des institutions, mais l'implication des citoyens pour pouvoir exercer leurs droits sur les processus électoraux. Pour vous, nous allons donc organiser ces débats grâce à la contribution de certaines personnalités qui sont sur ce plateau. J'ai donc le plaisir aujourd'hui de recevoir l'un des meilleurs d'entre nous, professeur Grégoire Bakandéja, qui a été ministre, qui a été à l'Assemblée nationale, qui est en fait professeur. Une source d'information dont la spécialité dans les finances publiques n'est plus à démontrer. Professeur, vous êtes ici en tant que témoin conscient et éclairé. Nous allons essayer de vous tirer un maximum d'informations pour que nous puissions définir le chemin critique qui va nous amener vers les élections et nous interroger si notre gouvernance est effectivement capable d'amener le peuple aux élections en 2023. Pour faire ce débat, je ne suis donc pas seul. D'autres éminences grises sont sur ce plateau. Des journalistes principalement aujourd'hui, mais des journalistes analystes, des journalistes chroniqueurs, des journalistes scientifiques. Je voudrais donc, à partir de votre gauche, à ma droite, à moi, commencer à les présenter. John Zati, bonjour. Bonjour. Vous êtes de Digital Congo. Oui, justement, journaliste de Digital Congo, présentateur du journal, également de l'émission. Merci d'être là aujourd'hui. C'est lui qu'on ne présente pas plus que d'habitude, Louis-Dor Balekelai, journaliste de la télévision nationale, qui est présent ici. Bonjour Louis-Dor. Bonjour, M. Willy. Merci donc d'être là. Merci d'être là. De contribuer, surtout j'attends le scientifique qui est en vous. Merci, Voilà. c'est promis. Et l'inévitable compagnon de route que je traîne depuis des siècles, Jérôme Sekana. Bonjour. Bonjour William. Sekana, administrateur directeur général de AGER. Bien sûr. Et président, comme il aime le dire, du réseau Toile d'araignée. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris le contexte dans lequel nous voulons commencer ce débat. Un débat qui va s'interroger sur les préalables au financement des élections d'ici 2023, sur les conditions même de faisabilité de ces élections, mais surtout aussi, nous allons essayer d'examiner l'intention manifeste
au travers du budget qui a été promulgué pour 2022. Professeur Bakandéja, merci donc d'être là. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Alors, la question première, c'est celle des intentions. Pour vous, quel est le sens d'un tel débat? Pourquoi faut-il parler des élections en 2022 au mois de janvier, alors que celles-ci sont prévues simplement en 2023 au mois de décembre? Mais je crois qu'il faut commencer toujours par anticiper. Quand on anticipe, on conçoit, on réfléchit sur les moyens nécessaires pour organiser de manière rationnelle des élections. Vous savez, l'élection, c'est le mode fréquemment utilisé pour accéder aux fonctions publiques. Mais l'élection pose des problèmes techniques. Il faut régler ces problèmes techniques avant de penser à organiser ou à évaluer même le coût de l'organisation. Parce que ce qui compte, ce n'est pas d'organiser, c'est organiser dans les meilleures conditions pour que les règles du jeu soient mieux entendues, mieux comprises par les acteurs. Parce qu'il y a plusieurs acteurs. Il n'y a pas que les gouvernants. Il y a la société civile. On y ajoute même les juges, parce qu'il y a des juges constitutionnels. Et tout l'ensemble des acteurs doit connaître les règles du jeu avant qu'on aille à des élections lorsqu'on se trouve dans une démocratie. Quel type de démocratie vous voulez avoir? C'est une démocratie représentative. Elle a un coût. Donc, parmi les problèmes techniques, il y a d'abord les problèmes qui sont liés aux candidatures. Qui doit candidater? Il y a ce problème d'éligibilité, parce qu'il y a des restrictions qui peuvent être imposées. C'est ainsi qu'on donnera des conditions d'âge, les conditions de formation, etc. Il y a des incompatibilités. Tout ça, ça doit être réglé au départ. La campagne électorale, elle a un coût ailleurs. Je sais qu'il y a des textes qui prévoient qu'on peut financer, mais ça n'a jamais été le cas. Parce qu'il faut payer les affiches, il faut des campagnes, etc. Alors il y a le scrutin. Le scrutin, quel est le mode de scrutin que vous voulez avoir? Et la question du scrutin, au-delà de tout ce qu'on peut penser, c'est un problème de choix et de choix politique. Tout ce qu'il y a comme aménagement technique, loin de faire illusion, ces aménagements visent la conservation, le contrôle et le maintien au pouvoir. Alors, ceux qui élaborent ces textes-là, ils savent dans quel objectif ils veulent aller. Et donc, c'est important que ça soit éclairci dès le départ et que ça soit évalué. Une question de préalable philosophique. Nous sommes quand même en train de préparer le 4e cycle électoral. Ouais. Mais j'ai l'impression que chaque fois qu'on parle d'élection, c'est comme s'il n'y avait pas de mémoire historique. Comme si tout le monde devait apprendre ces élections dans les cycles en question. Pourquoi n'avons-nous pas une pratique établie de manière à ce que d'un cycle à un autre, nous y allons pratiquement facilement et automatiquement? Pourquoi les automatismes ne se sont pas installés? Peut-on dire que chaque cycle électoral est une nouvelle république? Bon, parce que vous avez la précipitation, vous savez, les constitutions sont créées pour asseoir les institutions. L'élection, c'est la mise en place des mécanismes et des structures pour encadrer la vie politique. Ça doit aller dans la durée pour éviter qu'on revienne aux mêmes erreurs. On ne doit plus reprendre, par exemple, vous avez une commission électorale qui doit organiser des élections. Il faut évaluer la commission électorale. Qu'est-ce qu'elle a eu comme fonds? Qu'est-ce qu'elle a eu comme matériel? Est-ce qu'il y a des matériels existants? Mais vous avez la culture de changer à chaque cycle. Mais tout ça, c'est lié à quoi? À la volonté pour ceux qui sont au pouvoir de se maintenir. Alors, l'avantage que nous avons maintenant, c'est quoi? Nous avons 4 cycles électoraux. Le dernier cycle a été organisé dans les conditions permettant la poursuite et la conquête du pouvoir. Malheureusement, par un fait du hasard, il y a eu ce qui s'est passé où il y a eu changement de majorité. On se retrouve avec les lois électorales qui ont favorisé ceux qui sont là et qui aujourd'hui sont dans notre camp et qui fait qu'on doit aller à un éternel recommencement. Vous avez tout ça, ça doit être précisé dans la loi électorale. Dans beaucoup de pays, il n'y a pas la loi constitutionnelle ou la constitution ne peut pas prévoir tous ces mécanismes-là. Ce sont des lois, notamment la loi électorale.
est-ce que la loi électorale actuelle est adaptée à la situation? Cette loi électorale a été élaborée dans un contexte de patrimonialisation du pouvoir. C'est-à-dire qu'on retrouve dans les chambres législatives, non pas les élus véritables de la nation, mais les élus de famille. Est-ce qu'il faut continuer dans la même logique, avoir un père qui est député, une mère qui est sénatrice, les fils qui... Donc, tout ça, ça doit Député être organisé. Il faut vraiment, faut éviter, ça devient comme dans un parc naturel. Vous avez vraiment ouvert tout les ça. débats et Voilà. je voudrais demander Voilà. à lui d'entamer. Comme je disais tout à l'heure, vous posez des questions, vous donnez votre point de vue aussi. Ici, vous êtes aussi citoyen. Donc, les débats vous concernent en tant que citoyen et lui d'or, en matière électorale, a une certaine Il en expérience. sait quelque chose. Pas forcément heureuse, mais quand même expérience. C'est l'île des victimes. Ah ouais. Professeur. Merci, cher Willy et tous les éminents confrères sur le plateau. Je m'en voudrais si, d'entrée des jeux, je n'adressais pas une fière chandelle à l'ODEP, qui a pris l'initiative d'organiser ce débat public pour réduire les limites de la sous-information de l'opinion publique nationale et internationale sur la question des élections en République démocratique du Congo. Et donc, comme Willy l'a dit tout à l'heure en avant-propos, il ne s'agit pas pour nous d'une pratique de l'interview au sens classique de ce que nous apprenons à l'université, mais c'est un débat. En même temps, nous posons des questions, en même temps aussi, nous émettons des points de vue qui constituent en fait des suggestions pour permettre aux décideurs d'aller dans la bonne direction. Le professeur, tout à l'heure, en parlant, parce que Willy m'a provoqué là-dessus, il a parlé des juges constitutionnels qui doivent être déjà mis dans le moule en perspective des élections à venir. On a une expérience malheureuse, je me permets d'en parler parce que c'est quand même un cas didactique moi-même, où nous avons vu des élus définitivement proclamés élus par la Cour constitutionnelle et qui ont été, je ne dirais pas invalidés, parce que le concept n'est pas approprié pour le cas de figure, qui ont été victimes de la superposition des arrêts frauduleux émis par la même Cour au motif qu'il s'agirait de la correction des erreurs matérielles. Et les collègues qui ont bénéficié de ces arrêts liés à la correction des erreurs matérielles siègent jusqu'aujourd'hui et au niveau des institutions, la question n'a jamais été résolue. Nous nous approchons de 2023. Un collègue a dit hier dimanche, j'étais dans une cérémonie, qu'il ne nous reste plus que 100 dimanches pour aller aux prochaines élections. Alors, cette question n'a jamais été résolue. Ça veut dire que si l'État congolais ne s'y penche pas, demain, nous aurons également des élus qui vont aller dans le contentieux électoral et qui vont être bénéficiaires des arrêts liés à la correction des erreurs matérielles, ce qui est une jurisprudence malheureuse, en ceci que la Cour constitutionnelle, qui est censée interpréter la Constitution, elle-même a violé l'article 168 de la Constitution, qui dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont obligatoires, exécutoires, opposables à tous. La Cour a violé la Constitution et rien n'est dit là-dessus. Dans le groupe des victimes dont je faisais partie, nous avons saisi le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, qui a déploré la situation et qui a demandé que la République puisse, bien entendu, décanter cette situation en dédommageant et en indemnisant les victimes. Ça n'a jamais été fait. Est-ce que la même situation ne peut plus se reproduire les années à venir et quelle sera l'ambiance dans laquelle on va se retrouver? Je voudrais qu'on fasse un débat là-dessus, même si c'est trop juridique, mais quand même des avis pourront nous permettre, professeur, d'éclairer la lanterne des décideurs. Bon, voilà, je vais rentrer un peu dans le droit constitutionnel. Vous savez, si l'étude du droit constitutionnel jusque-là s'était consacrée à la vie, à l'organisation et l'encadrement de la vie politique et des institutions et des mécanismes de contrôle, il y a des mécanismes juridiques et juridictionnels de contrôle. Alors, aujourd'hui, ce n'est plus cette vision-là qu'il faut poursuivre. Ça, c'est une vision qui est liée au texte qui existe. Il y a une vision qui concerne l'équilibre qu'il faut rechercher entre le politique et le juridique. Et dans le cadre de l'organisation des élections, il y a, au niveau des juridictions, pour garantir la régularité, il y a ce qu'on appelle des pressions. Il y a des pressions, notamment des pressions politiques. Il y a
qui font que les juges sortent de leur indépendance. L'indépendance est seulement proclamée. Mais l'indépendance n'est pas nécessairement affirmée. L'indépendance, c'est dans l'affirmation des textes qui prévoient qu'il n'y a plus possibilité de revenir sur ce qui a déjà été décidé et publié. Ça dépend du comportement que nous avons dans ce pays. Vous n'êtes pas, c'est pas le premier cas. Hein. Il y a eu des gens aussi qui avaient, en 2006, il y a eu des gens qui avaient saisi aussi les instances internationales pour revendiquer, et ces gens ont été désintéressés. On peut les désintéresser, soit en les reprenant dans d'autres institutions, ou bien on peut les intéresser par le paiement des fonds. Ça ne devrait pas être un sport national. Ça ne devait pas être. Où les gens attendent. Mais quelle est la panacée, professeur? Oui. Parce qu'on ne doit pas continuer à répéter les mêmes erreurs comme ça, jusqu'à devenir la risée de la communauté internationale. Quelle est la solution miracle qu'il faut prendre pour qu'on n'arrive plus à ces Tout dépend des modes de désignation des juges constitutionnels. Qui désigne les juges constitutionnels? Ce soit les partis politiques, ce soit le président de la République, le Parlement. Et le Parlement. Oui. Il faut choisir parmi les meilleurs. Très bien. Alors, avec votre permission, parlons toujours des aspects juridiques. Il est établi que pour avoir des très bonnes élections crédibles en République démocratique du Congo, il faut peut-être toucher à la Constitution. Notamment qu'on revienne à 2 tours. On a connu tout ce qui s'est passé, on a bougé. Présentement, on ne peut pas aller à l'encontre de ce qui est déjà là, mais il faut essayer de réviser les choses. Et puis, il faut un arsenal juridique assez outillé pour donner la chance à tout le monde. D'autant plus que, déjà, avec la mise en place de l'équipe dirigeante de la CENI, il y a eu des hauts et des bas, il y a des mécontentements à gauche, à droite. Et même définir le mode de scrutin pour essayer de donner la chance à tout le monde avec les machines à voter qui faisaient l'objet des contestations. Comment s'y prendre, professeur? Comment nous pouvons nous y prendre pour que nous puissions mettre tout le monde d'accord, pour que tout le monde puisse se mettre sur la même longueur d'onde et puisse aller aux élections avec espoir que, même si je n'ai pas un parapluie, eh bien, je ne serai pas nommé, mais je serai élu et la population qui me fera confiance me verra à mon poste. Bon, mais je vais être franc vis-à-vis de vous. Je vois beaucoup de Congolais qui sont devenus des constitutionnalistes, tout ça, qui racontent beaucoup de choses sur la Constitution. La Constitution actuelle, c'est l'une des plus mauvaises constitutions du monde. D'abord, c'est une constitution des belligérants. Les gens ont oublié que cette constitution a été élaborée par des gens qui se sont fait la guerre. Alors, ils se sont fait des concessions réciproques. Ils se sont bloqués parce que ils ont calqué la constitution sur un individu et ceux qui devaient collaborer avec lui. C'est déjà biaisé dès le départ. Alors, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas penser à une constitution. Une constitution, c'est une loi neutre qui doit départager les partis en compétition et les affrontements entre les acteurs dans le cadre d'une démocratie, c'est quelque chose de normal. Ça, c'est la première des choses. Et donc, pour moi, je considère cette constitution comme étant... Il faut la réviser. C'est un chiffon constitutionnel. D'abord, le nombre d'articles, on ne voit pas dans beaucoup de pays sérieux des constitutions qui dépassent 200 articles. John Zati. Oui, justement, professeur, mon intervention porte justement sur ce que les collègues ont dit précédemment. Moi, je pense que, à mon humble avis, le plus grand problème provient du fait que les cycles électoraux passés n'ont pas connu une évaluation objective. Je pense que c'est à cause de cela que nous retombons dans les mêmes erreurs. Même ce qu'a décrit Louis Dor ici, on n'a pas vécu une évaluation objective des cycles électoraux passés. Et voilà que le mal perdure. Et à ce jour, nous sommes à moins de 2 ans de la tenue des prochaines élections et rien n'a été fait. Et le mal va perdurer. Maintenant, moi, je voulais vous poser ma question. Je pense qu'il faudrait effectivement que cela puisse se faire. Si ce n'est pas tard. Est-ce que, à votre avis, est-ce que c'est déjà tard? Mais ça doit se faire à quel niveau? Mais le niveau ne sera pas unique, pas seulement au niveau des institutions. Parce qu'à ce jour, je pense que vous partagerez aussi mon avis, la majorité de la population ne se sent pas nécessairement représentée au niveau des institutions. Ben, vous avez tout à fait raison. Vous savez, les constitutions chez les êtres normaux,
ce n'est pas élaboré comme on le fait dans les chambres législatives. On vient, amendement, moi j'ai l'amendement et tout ça. La Constitution est une affaire des techniciens. Il y a des gens qui doivent penser. Ils pensent la Constitution en se disant, cette Constitution doit servir de socle pour que, après nous, ceux qui vont venir, nos enfants, se retrouvent dans les institutions. Les gens qui rédigent les institutions de Constitution au Congo croient que ces constitutions-là, c'est pour eux. Mais ils oublient qu'ils sont mortels. Mais qu'est-ce que vous laissez derrière vous si vous avez assis une Constitution sur du sable? Vous n'allez pas voir. Et voilà, donc le problème encore se repose. Alors, Oui. je reviens encore à une autre intervention ici, c'est-à-dire qu'il faudrait aussi qu'on puisse encore renforcer les critères de sélection des candidats. Oui, mais ça dépend de ce que les constitutions et tout ça, les législateurs, ils vont faire ça. Mais qui vont faire Mais ça? c'est là pour Vous aussi- savez, Nous allons continuer. alors, Mais voilà. on peut parler un peu de... Non, non, laissez-moi quand même. Juste une précision, prof. Ouais. Comment changer ces chiffons-là en Jérôme, une serviette propre? Laissez-moi Alors, conduire le débat. S'il vous plaît, vous savez, sinon nous allons nous perdre notre objectif. ouais. Nous sommes ici, évidemment, pour évaluer aussi les procès en cours. Je vous ai dit au début de l'émission que c'est 2023, la date que la Constitution nous impose. Et publiquement, l'ensemble des animateurs des grandes institutions, notamment les présidents de la République, notamment les premiers ministres, notamment le président de la CENI, tous ont dit qu'ils travaillaient pour respecter les délais constitutionnels. Nous sommes aujourd'hui au mois de janvier 2022. Le budget a été promulgué. Je voudrais vous demander votre analyse et votre foi. Est-ce que nous sommes capables, dans les conditions actuelles, en faisant appel à tout votre background et les infos que vous avez, le Congo peut-il penser qu'en 2023, il y aura élection? Ça, c'est d'abord une des premières questions que je vous pose. Vous y répondez tous, évidemment, en ayant la prééminence du professeur tout à l'heure. Est-ce que pouvons-nous être sûrs que, en fonction des moyens, en fonction des lois, des textes, du rythme qui est imprimé aujourd'hui, allons-nous respecter les délais constitutionnels? La question, je vous la pose. Il y a 10 ans, vous m'aviez posé la même question avec Jérôme. Oui. Je vous avais dit, les élections ne seront pas organisées en 2016. Pour la plus simple raison que, quand vous n'avez pas la maîtrise de vos ressources, vous ne pouvez pas organiser des élections en comptant sur les partenaires extérieurs. La fierté pour un Congolais, ça aurait été d'organiser des élections avec ses propres moyens. Mais quand vous dépendez de l'étranger, l'étranger va vous donner des conditions pour pouvoir financer vos opérations. Ça, c'est la première des choses. Et en démocratie, les véritables élections, c'est pas des élections présidentielles, législatives, etc. Les élections, c'est à la base. Et il y a beaucoup de gens qui oublient. Monsieur Jacques Chirac était maire de Paris. Beaucoup de premiers ministres ou députés européens ont été l'équivalent des bourgmestres. Mais vous voyez que tout le monde ici veut aller simplement au sommet. Et la compétition se limite seulement au sommet. Si le pouvoir était distribué en commençant par la base, il y aurait moins de problèmes. On dispatcherait le pouvoir politique. Parce que ce que cherchent les gens, c'est quoi? Les gens cherchent à manger. Parce que la seule profession au Congo Qui nourrit bien son homme. qui nourrit l'homme, c'est de faire de la politique. Et quand on fait de la politique et qu'on veut éviter des problèmes avec les citoyens, il faut savoir redistribuer les revenus. Et la redistribution des revenus provient de la fiscalité, pour entrer dans votre cas. Jérôme Sekana, la même Oui, question. la même question reste sur la même, dans la même veine. Ouais. Professeur, les choses ont changé. Nous sommes en 2022. Aujourd'hui, le gouvernement a prévu dans le budget 2022 500 milliards de nos francs, l'équivalent de 250 millions de dollars Pour cette année. pour cette année. Mais aussi 71 milliards de francs qui représentent à peu près 35 millions de dollars. Du coup, je peux dire que c'est peu. Quand on regarde l'enveloppe qui a été dépensée en 2018, quand bien même, il y a quand même un brin de souveraineté, on n'a pas reçu l'argent venant de l'extérieur. Ouais. C'est 1,2 milliard par là. Est-ce que les gaps à combler, parce que là, je vous ai entendu parler des partenaires techniques et financiers, comment nous comblons ces gaps pour garder notre souveraineté et éviter la mainmise Ouais. des expatriés auxquels vous faisiez allusion? Bon, je dois vous dire quelque chose de plus franc.
on a dit que la commission électorale, elle est indépendante, non? Oui. Commission électorale nationale Nationale indépendante. La véritable indépendance est financière. Si vous devez dépendre d'une autre structure pour assurer l'indépendance, vous n'allez pas vous en sortir. Il suffit d'un petit blocage et le décaissement des fonds. Nous sommes dans un pays où le décaissement de fonds pour des objectifs comme C'est fait en mode d'urgence. ça ne se fait pas en mode d'urgence, on retarde. Mais s'il faut décaisser pour se mettre dans les poches, Dépense de souveraineté. non, si c'est pour dépenser, pour se mettre dans les poches, on retrouve avec tout ce qu'il y a comme corruption, détournement. Les montants qui sont annoncés, qu'il y a eu détournement de deniers publics. Si tous ces montants-là pouvaient servir pour financer les élections, notamment par les contrôles qu'on doit avoir. Les contrôles ne vont pas se limiter simplement à constater qu'il y a eu détournement de fonds et puis on les récupère par les fonds pour le trésor. Donc, les 250 millions, c'est insuffisant, Oui. mais ce qu'il faut faire, c'est d'avoir Pratiquement une les 1/5 du autonomie budget. financière de la CENI. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Vous voyez que les députés et les sénateurs aujourd'hui ne posent pas beaucoup de problèmes pour leur fonctionnement. Parce que leurs budgets sont votés au même moment que les budgets de l'État et ils sont sûrs, les députés comme les sénateurs, parce qu'ils ont l'autonomie financière. Sans autonomie financière, on ne peut pas envisager organiser des élections dans les délais constitutionnels. Mais si on est dans la logique où on est dans la logique d'un budget programme, Oui. Ça tarde et Ça encore peut- les moratoires. ça peut être possible qu'on puisse dégager les fonds, mais si c'est 1 milliard de dollars pour organiser, je ne vois pas comment on peut les organiser techniquement. Oui, pendant je sens que personne ne veut 2023. répondre à ma question, mais bon, vous donnez quand même des éléments, j'apprécie. Oui. Je ne voudrais pas ici prophétiser sur l'avenir. Ouais. Mais je voudrais construire une analyse prospective par rapport à l'action de savoir si en 2023, on aura élection ou pas. Je suis tenté d'y répondre par la négative, mais avec toute la bonne volonté d'inciter les décideurs à y répondre par l'affirmative. Le confrère a évoqué tout à l'heure les 250 millions qui auraient été prévus pour les élections dans la loi financière de 2021. 22, pardon. Le ministre de la Communication a annoncé au mois de novembre 2021 que 100 millions étaient déjà disponibilisés pour les élections et que 600 millions allaient être affectés aux opérations d'enrôlement des électeurs ou de recensement, je ne sais pas. Mais je voudrais quand même faire une analyse personnelle très profonde. Nous en sommes à 4 générations de nouveaux majeurs qui n'ont jamais eu de carte d'électeur. 2018, après les élections de 2018, nous avons eu des enfants qui venaient à peine de terminer les humanités, qui avaient 17 ans, qui ont eu 18 ans. En 2019, 2020, nous sommes en 2021, ça fait 4 ans, nous avons des millions de jeunes, des majeurs non enrôlés, qui n'ont pas de carte d'électeur. Mais tous les jours, quand vous allez sonder les statistiques à la DGM, vous verrez que ces enfants-là, il y en a qui vont en Europe, il y en a qui font des navettes à l'intérieur du pays. Mais avec quelle pièce d'identité? Et je me dis, si nous voulons aller aux élections, c'est le moment de songer à faire jouir à ces enfants leurs droits civils et politiques, conformément, n'est-ce pas, aux instruments juridiques ratifiés par la RDC, relatifs bien entendu à ces droits civils et politiques, parce que priver à ces enfants ces droits, c'est vraiment une erreur grave et il faut qu'on y songe le plus tôt. Mais avoir la façon dont les choses évoluent, si on n'en est pas encore là, avec cette dépendance que nous décrions tous, avec ce souci d'une sorte de pointe de chauvinisme pour que les élections soient essentiellement financées par nous-mêmes, si nous ne sommes pas en mesure de le faire, je ne dis pas qu'il n'y aura pas élection en 2023, mais j'émets des craintes qu'on ne puisse pas les avoir si on ne prend pas les dispositions. de ces craintes? Quelles sont les craintes? C'est le retard pris à cause de certaines crises politiques visiblement artificiellement créées par les acteurs politiques eux-mêmes et la population risque d'en souffrir. On a eu les élections chaotiques en 2006, nous avons été ensemble avec vous à Sun City pour préparer les élections de 2006. Il y a eu des problèmes. 2011, il y a eu des problèmes. 2018, il y a eu des problèmes. Et là, visiblement, le décor des nouveaux problèmes à l'horizon 2023 est planté. John Zati? Oui, Willy Galingaï.
Parce que le gouvernement a disponibilisé 250 millions de dollars américains pour un premier temps, je peux dire que, comme vous l'avez aussi introduit, il y a l'intention est là. Mais est-ce qu'il y a la volonté d'organiser les élections? Là aussi, je serais tenté de répondre par la négative. Surtout au regard de tout ce qui s'est passé ces derniers jours. On a tiré en longueur des situations qui pouvaient être résolues en très peu de temps, mais qui nous ont valu presque une année. Par exemple, le choix, la désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Et ces animateurs nouvellement installés doivent maintenant se mettre au travail. Eux aussi, voilà, ils étaient chez le Premier ministre récemment, demander les moyens pour ce faire. Et ces moyens, bon, c'est vrai, on les a annoncés. Est-ce que la CENI a déjà ce moyen? Point d'interrogation. Au regard du comportement de l'homme politique congolais, je peux dire que si on organisera les élections en 2023, ça sera peut-être des élections tout court, mais pas nécessairement des élections libres, crédibles. Je ne sais pas, professeur, si vous êtes aussi de mon avis. Non. La question à poser au professeur est de savoir qu'est-ce que nous devons faire au regard de ces tableaux sombres. Oui, justement, parce que j'avais déjà posé cette question lorsque j'ai parlé de l'évaluation. L'évaluation qui a manqué des cycles électoraux passés. Je voudrais vous rappeler que aujourd'hui, nous sommes à peu près à 8 mois de retard quand nous prenons le tableau comparatif des élections et des opérations. Voilà. Les opérations électorales sont des opérations qu'on appelle HME critiques, que vous n'allez pas changer le temps d'importation, par exemple, des marchandises ou des biens qui viendront de la Chine. Vous n'allez pas changer la distance entre Kinshasa et Kisangani. Ça se fait dans les chemins critiques connus. Alors c'est comme ça que je dis, au regard de 8 mois nous avons perdu de retard évitable, hein, un retard qui pouvait être évitable. De retard, mais surtout aussi en fonction des moyens qui sont là-bas. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous n'avons pas? On n'a pas le calendrier électoral. L'arsenal juridique aussi. On n'a pas. D'abord, on ne sait pas les élections elles-mêmes. Elles sont par la CENI programmées de quelle manière. Si nous devons avoir les élections, ce qui est connu, c'est la date du scrutin au mois de décembre 2023. Mais avant qu'on y arrive, quel est le chronogramme des activités? La CENI n'a pas encore publié ça. Alors, vous avez la phobie des dates. C'est une date constitutionnelle. Les dates constitutionnelles, ça veut rien dire. Si sur le plan technique, ce n'est pas prêt, on organisera de fausses élections. Mais là, on il y a une question de départ. Mais les glissements, je peux vous dire que les glissements, il y en aura. Moi, je suis presque convaincu qu'il y en aura. Pour plusieurs raisons. La première raison, si vous voulez organiser de bonnes élections, il faut passer par l'identification. Voilà. L'identification, quand vous avez l'identification des citoyens, ça vous permet d'avoir un recensement démographique qui est scientifique et ça peut se faire en une année. Recensement démographique. À partir du recensement démographique, vous allez avoir le recensement administratif. Encore il faut qu'il y ait dans des communes des services de population pour savoir où est-ce que tel habite ou tel habite, parce qu'au Congo, les gens, ces premiers, ils n'ont pas d'adresse, ils n'ont pas de résidence. Ils peuvent changer à tout moment, on ne peut pas le savoir. Ils sont des nomades comme dans un parc. À partir de ce fichier administratif, vous allez avoir le fichier électoral. Alors, pour répondre à lui d'or, qui parle des nouveaux majeurs, etc. Mais c'est parce que les nouveaux majeurs n'ayant pas été enregistrés, vous voulez organiser des élections sur la base des anciens fichiers. Les anciens fichiers, vous allez dire non, c'est des fichiers corrompus, etc. On va le constater. Mais c'est infecté parce que dès le départ, on ne connaît pas. J'ai même des difficultés. Vous dites que vous êtes 80 millions d'habitants, 100 millions d'habitants. Mais qui a compté ces millions d'habitants-là? Si vous n'avez pas cette maîtrise-là, vous n'allez pas organiser les élections. Et depuis 2015, il y a du matériel ici pour faire procéder au recensement scientifique. Pourquoi on ne le fait pas? Le matériel est là. L'INES a tout. Mais on peut faire ce travail en une année. Alors, en ce moment-là, vous pouvez procéder à la cartographie. La cartographie par des recensements. Les 3 recensements couplés vous permettent d'avoir le nombre d'électeurs et à partir de là, vous pouvez procéder à la répartition des sièges. La question des recensements, et vous allez réagir rapidement, la question des recensements a été une question de suspicion depuis de longues années, parce qu'on l'a utilisé comme étant un prétexte à faire prolonger les délais. En disant, non, si nous commençons les recensements
de la population, ça pourra prendre 2 ou 3 ans. Et en fait, c'est un moyen par lequel le pouvoir veut gagner du temps. Donc, c'est comme ça qu'il est difficile aujourd'hui de le faire sans élever cette suspicion-là. Et je crois que le Premier ministre, en disant que le recensement des populations n'est pas une condition préalable à l'organisation des élections. Parce que ça peut se faire année en année. Ça peut se faire aussi. Alors, maintenant, la question que je vous pose Et le maintenant, matériel est là, c'est nous, Oui, les la question que je nous informations, pose, oui. parce qu'il s'agit des moyens, le Congo a-t-il les moyens? On parle beaucoup de croissance aujourd'hui, on parle de l'augmentation des recettes. Mon voisin de gauche est expert en cette matière parce qu'il dit que les régies financières ont fait du bon travail. Le Congo peut-il aujourd'hui, comme on l'a fait en 2018, financer seul les élections? Le Congo peut financer seul les élections si on met de l'ordre dans la structure chargée de la perception des impôts et taxes et dans les structures chargées de l'encadrement des dépenses. Parce que les finances d'un État portent sur quoi? Ça porte sur les prélèvements, sur les richesses qui sont produites dans un pays, évaluables en unité monétaire. Quelles sont les richesses que nous produisons? Ça, c'est une première question. Quelles sont les entreprises qui produisent ces ressources, leurs états financiers, etc. Nous avons des entreprises publiques, nous avons des entreprises privées. Il y a des entreprises qui ne paient pas. Les entreprises publiques sont des canards boiteux, tout le monde le sait. Elles ne rapportent rien à l'État. Les entreprises privées sont exonérées d'impôts, donc l'État se prive lui-même des ressources. Le peu de ressources qui rentrent, ces ressources sont réparties dans les provinces. Avec votre histoire des 40% là, lorsqu'on a élaboré la Constitution, je leur avais dit, vous serez le seul pays où on va saucissonner des ressources, 40% pour les provinces et tout ça. Les ressources là n'appartiennent pas aux provinces, ce sont les ressources de l'État. Ça peut aller dans la caisse du Trésor et par un système de répartition, on pourrait les octroyer aux différentes structures du pays. Depuis qu'on a accordé les 40%, qu'est-ce que les provinces ont fait de ces ressources-là? On les a dilapidées, sans contrôle. Quand on donne des ressources, il faut prévoir les mécanismes de contrôle de l'utilisation de ces ressources. Mais comme on était dans la logique de partition du pays, ce que vous appelez balkanisation. La balkanisation, c'est dans les esprits des hommes. Hein. C'est dans les esprits des hommes qu'il y a la balkanisation. Ça se matérialise après. Comme on avait prévu de saucissonner le pays en plusieurs États, on a accepté l'idée qu'il faut laisser des ressources aux provinces parce que chacune de ces provinces était sous la direction des mouvements rebelles et tout le monde voulait être roitelé. Et vous avez vu comment les ressources ont été collectées. On a créé des provinces. C'est aussi une question qu'on doit se poser. On a créé des provinces qui ne sont pas viables. Sur les 26 provinces, M. Willy Kalengai, il y a au moins 7 à 8 qui sont des provinces. Les autres là, ce sont des ligablos qui ne peuvent pas se développer, mais on se cache ces choses-là, on dit on est dans la démocratie, etc. Mais on participe à nous-mêmes à la balkanisation du pays, avec tout ce que vous avez comme problème, Alors, les divisions. Vous réagissez, Jérôme, et puis, Je voudrais clarifier un peu la question de William. Nous avons un problème, professeur, et il faudra vraiment qu'on vous pose cette question. Les trains de vie des institutions. Il y a moyen, si et seulement si les institutions qui sont extrêmement budgétivores acceptaient, par exemple, de consommer de moitié ce qui est prévu même dans le budget 2022 pour que nous puissions organiser nous-mêmes, supporter nous-mêmes les élections. Mais nous assistons à une avarice extraordinaire. On augmente même les charges, les effectifs au niveau des institutions, la présidence de la République, les parlements, c'est-à-dire les 2 chambres, et même au niveau du gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour que nous ne puissions pas... Parce que je reviens toujours sur votre analyse, professeur. Vous avez dit que si vous voulez avoir des élections démocratiques, libres et transparentes, il faut les financer vous-même. Là, pour le moment, pour les 2 ans qui nous restent,
Il n'y a pas d'autre solution. Si nous ne voulons pas qu'on nous apporte l'argent de l'extérieur, il faut que... Vous allez continuer. Donc, pour les téléspectateurs, pour vous, on peut avoir les moyens si on réduit les trains de vie. Dans le budget 2022. Mais vous savez, il y a des pays... Dans le budget... Si au jour d'aujourd'hui, je vais terminer par là, professeur. Si au jour d'aujourd'hui, le président de la République tape du poing sur la table, il dit, vous divisez mon budget 2022 par 2. La moitié va là-bas pour renforcer les élections. Le Parlement, c'est-à-dire les 2 chambres, le gouvernement, on aura ces élections. Et nous allons les financer nous-mêmes. Parce que le budget n'est que de 1 milliard. Mais il faudra aussi penser aussi au changement. Je vous en prie, Ludor. On va revenir. Après Ludor, prenez la parole. Merci beaucoup. C'est comme vous l'avez dit, pour ceux qui viennent de nous prendre, c'est un débat et c'est pas une interview. Voilà. Nous chargeons le professeur. Nous contribuons au débat pour pousser les décideurs à prendre de bonnes décisions à temps. Une autre raison qui suscite le doute quant à la tenue des élections en 2023, dans le cadre de mes recherches doctorales, j'ai découvert par exemple qu'en 2006, plutôt 2018, il y a eu un problème de transmission sécurisée des données, donc des résultats à partir des différents bureaux de vote. En lieu et place des données, des procès-verbaux, on a envoyé des puces et puis nous sommes arrivés à des élections nominatives, permettez-moi l'expression, le jargon, où les élus ont été nommés au gré des humeurs de ceux qui en avaient le pouvoir. Et donc, cette confusion-là, on pouvait la contourner en matérialisant ce que le président Tshisekedi a appelé le plan national du numérique. C'est un plan qui consistait à déployer la fibre optique sur l'ensemble du territoire national jusqu'à l'horizon 2025. Et on présente dans ce plan-là que j'ai eu à exploiter dans le cadre de mes recherches doctorales comme le numérique est un secteur porteur de croissance. Vous pouvez vous imaginer ce que les opérateurs de télécommunications peuvent apporter au trésor public si réellement il y a un suivi au niveau des institutions. Il est prévu dans ce plan-là du numérique pour la République démocratique du Congo que les opérateurs économiques versent 3% de leur chiffre d'affaires dans les caisses de l'État pour permettre à l'État de bien gérer ce secteur. Mais si vous regardez aujourd'hui, la fibre optique est inexistante. Je prends seulement la ville de Kinshasa. Dans mes études, je n'ai trouvé qu'il n'y a que 4 communes, Gombe, Barumbu, Lingwala et Kinshasa, qui sont connectées, mais la fibre n'est même pas opérationnelle. La fibre est achetée par les opérateurs de télécommunications qui la revendent. Ils revendent la connexion au débit aux abonnés et à un coût beaucoup plus élevé. C'est vrai, dans le cadre de la législation revue, adaptée, on a libéralisé le secteur des télécommunications. Ce n'est plus la SCPT qui a le monopole, les entreprises privées aussi. Mais on ne peut pas sacrifier une entreprise comme l'OCPT qui peut donner la fibre optique à un prix concevable. Vous pensez que le numérique peut apporter? Le numérique peut apporter si on y investit. De deux aussi. Combien les opérateurs de télécommunications gagnent par un appel téléphonique, par un SMS? Vous savez que même un bip, j'ai fait des recherches, même dans les serveurs concernés par les télécommunications, même un bip a un coût. Un bip sur un téléphone a un coût. Mais qu'est-ce que les opérateurs de téléphone? Ce sont des questions taboues, mais moi, je suis un nationaliste. Je dis les choses que je veux pour aider les dirigeants à prendre de bonnes décisions. Il faut qu'on puisse regarder avec un sentiment patriotique ce qui s'est fait de ce côté là-bas pour pouvoir ponctionner de l'argent qu'il faut afin d'aider aussi le pays à organiser les bonnes élections. Au lieu de toujours attendre, on peut toujours attendre de l'extérieur. Ce n'est pas mauvais. Mais, comme on l'a dit, on fera la dictée des autres. On ne fera pas notre propre volonté. Très bien. Donc, numérique, ici, train de vie, il est donc possible de trouver des moyens. Oui, justement, parce Vous avez que votre moyen, oui, en République démocratique du Congo, on entend beaucoup parler aussi de l'IGF. Bien avant lui, nous avions le professeur Luzolo qui avait parlé au moins de 15 milliards de dollars américains qui échappaient à l'État congolais chaque année comme ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, bon, si l'IGF ne se limite pas à faire un travail juste peut-être, je sais pas, de propagande ou bien de sorties médiatiques, je pense qu'il faudrait quand même qu'à un certain moment, l'IGF aussi puisse nous dire que voilà, grâce à son travail, on a pu quand même, voilà, qui commence produire autant. Parce que jusque là, moi personnellement, c'est vrai, nous parlons de l'IGF qui fait des contrôles, qui a même transmis des dossiers dans les différents parquets.
Mais jusque-là, il faudrait aussi qu'ils nous aident quand même à dire, voilà, nos prédécesseurs étaient là et ils nous ont dit qu'il y avait 15 milliards qui échappaient à l'État congolais. Voilà, grâce à notre travail, nous avons pu mettre la main sur autant de milliards. S'ils mettaient la main ne fût-ce que sur 20%. Bon. Je pense que ça sera déjà quand même un début. Très bien, donc contrôle de l'IGF et évidemment il y a le contrôle aussi de la Cour des comptes. Mais vous savez, les différents DG des entreprises publiques, et ils savent ce qu'est l'IGF, hein, et ils ne dorment plus. Mais oui, mais voilà, nous voulons que ça se traduise justement en réalité, que l'on sache que voilà, et ils ne dorment plus, et ils savent ce que c'est. Ont été plus recueillis. Je vais répondre à Jérôme, vous avez tapé là où il faut taper. On peut diminuer le train de vie des institutions. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais président de la Commission économique et financière à l'Assemblée, les émoluments des députés dépassaient rarement de l'équivalent de $2000 entre 2003 et 2006. La folie dépensière qui a suivi après, on est allé de 2000 à 6000 et de 6000 à 13 000. Je ne sais pas quel montant que vous avez. Ça participe de la mauvaise politique de redistribution des revenus. Si les Congolais étaient normaux, ils devaient normalement se révolter avec cette répartition des revenus qui sont consommés par un groupe de gens. Dixième de la population. Et le Congo ne sera pas le premier pays. Je me souviens, le Gabon, pour les élections de 2013, je crois, on avait décidé de diminuer de moitié les émoluments pour les institutions. Et je vous ai dit que les parlements actuels sont des parlements budgétivores. Hein. Cette folie dépensière, on la retrouve dans toutes les institutions. Et comme ces institutions sont indépendantes financièrement, les gens ne voient pas ça. Et ces budgets-là sont votés sans la présence des journalistes. Oui. Donc, vous constatez après que le train de vie a changé. Il y a la possibilité de minimiser ces dépenses. J'ai suivi tout récemment les gens qui ont dit les députés sont mal payés. C'est pas le rôle des députés d'aller s'occuper des terrains dans les villages. Alors, ça, c'est un élément. Oui. Deuxième élément, en rapport avec la publication des résultats. Il y a des systèmes modernes qui permettent de transmettre en temps réel les résultats. Le problème, c'est la régularité et la sincérité des procès-verbaux qui sont envoyés par les circonscriptions administratives. Alors, dans les procès-verbaux, là, devraient normalement être assermentés. Il fallait utiliser des huissiers pour qu'on ne fabrique pas de procès-verbaux. On fabrique parfois des procès-verbaux après avoir gonflé les urnes, etc. Et on vous présente une situation qui est déjà figée. Vous n'avez pas le temps de contrôler. Ça permettrait, sur le plan de la gestion, en temps réel, des résultats des élections. C'est faisable. Je vais vous poser, nous allons monter des créneaux dans ces débats. J'ai compris qu'il y a des conditions, il y a des préalables pour que ces élections soient organisées par notre pays, mais surtout aussi soient financées par les trésors publics. Alors, mais il se peut, et je ne le souhaite pas, il se peut que malgré la bonne foi des dirigeants, malgré les moyens mobilisés, mais le chemin critique fait que l'on doit dépasser la date de 2023. Et que, bon, on ne le souhaite pas, mais ceci peut arriver parce que c'est déjà arrivé. Voilà. Alors, dans ces conditions-là, la première conséquence, c'est que la légitimité de tous les animateurs des institutions devient, elle est caduque. Il n'y a donc pas de légitimité et la démocratie veut que les institutions soient non seulement légales, mais légitimes. Dans le passé, prévoyant cela, les hommes politiques ont fait un dialogue autour duquel ils ont organisé ce que nous avons appelé les glissements. Je vous pose donc une question. Dans la probabilité qu'il y ait un glissement, pensez-vous que ce glissement devrait nécessairement être légitimé par un accord entre parties, ou bien tout le monde peut dire, écoutez, c'est quelques mois, c'est une année, les institutions restent, on ne change rien, on continue. Pensez-vous qu'il faut absolument qu'il y ait un accord, donc une nouvelle légitimité de consensuelle entre classes politiques, ou bien ça peut continuer jusqu'à la date des élections?
Je voudrais enrichir un peu ce que vous venez de dire. Il faut me répondre. Hein? Oui, je réponds. Écoutez, on vous doit savez, répondre. pour conjurer la crise de légitimité qui nous colle à la peau depuis des années et qui a fait beaucoup. Mais elle a été réglée quand même. Elle a été réglée. 3 procès électoraux quand même. Mais bien sûr, il faut nécessairement qu'on évite les glissements. Ça, c'est de un. Mais écoutez, mais répondez dans mon hypothèse, sinon nous allons. Bien sûr. Voilà. Mais s'il faut glisser, il faut un dialogue. C'est clair. Maintenant, moi, je suis encore dans l'hypothèse où nous avons tous les moyens pour organiser, donner les moyens à l'État. Et c'est pour cette raison que je voudrais répondre à ce que mon confrère a soulevé et compléter les professeurs sur 2 points. Je voudrais vous rappeler que les machines à voter que nous avons là peuvent porter des puces ou des cartes SIM. En République démocratique du Congo, nous avons 45 millions de cartes SIM activées. Cela veut dire que tous les opérateurs mis ensemble utilisent ça pour prélever aussi l'argent. Ouais. Et je vous donne l'information que ce que brassent les sociétés de télécommunications en République démocratique du Congo par an, c'est entre 35 et 50 milliards de dollars. Et que l'État est incapable de prélever même pas 10%. Bon, même pas 10%. Vous connaissez la raison. Alors, la raison. Je vais citer, professeur. Ouais. Donc, il y a moyen, d'autant plus que la CENI a des VSAT, d'autant plus que le pays est presque arrosé. Là où il n'y a pas d'antenne de télécommunications, on peut utiliser les VSAT. Et là où il y a les antennes, on peut utiliser les cartes SIM. Deuxième élément, professeur. Est-ce que vous savez qu'on est allé voler au Parlement la loi cadre sur les télécoms? Et on est venu faire signer ça au président de la République. Les députés et sénateurs qui nous suivent savent. Nous nous sommes bâtis dans les cadres de toile d'araignée parce qu'on avait tripatouillé cette loi cadre-là. Et on a dépouillé l'État de toutes ses prérogatives régaliennes pour empêcher l'État, notamment via la SCTP, de gagner de l'argent. L'équivalent de la SCTP en Chine, China Telecom, mobilise par jour 1,5 milliard de dollars à cause de la fibre optique. Mais chez nous, on a détruit. Voilà pourquoi une autre solution pour donner l'argent à l'État, c'est d'accepter notre requête avec l'ODEP. Nous avons saisi les autorités pour qu'on puisse annuler au niveau des autorités compétentes judiciaires la loi cadre sur les télécoms, qu'on la retourne comme elle était retournée en 2018 au Parlement, afin qu'on permette à l'État. C'est une manne financière qui échappe à la République démocratique. Bon, merci. Je vous en prie. Vous avez la parole. Merci. Oui, pour votre information, cette loi cadre-là du 25 novembre 2020 a été déjà promulguée. Mais bien sûr. Nous l'avons bloqué pendant une année au journal officiel. Elle a déjà été promulguée et les choses restent telles quelles. L'État ne semble pas vraiment s'y retrouver. Mais c'est une loi qui existe déjà et elle est déjà opposable à tout. C'est pas l'État qui ne se retrouve pas, les individus. Oui. Ils l'ont. Il y a eu la corruption. Voilà. Et c'est pas la première fois, parce qu'il y a plusieurs lois qui quittent la Chambre pour aller à la présidence de la République. Pendant que les députés et sénateurs attendent la loi là-bas, ça se trouve à la présidence. On tripatouille, on enlève des virgules, etc. Ça change complètement tout. C'est très grave, ça. C'est très grave. La loi est déjà là, je l'ai lu de bout en bout. Et puis, c'est 3%. C'est un chiffon, c'est lui. C'est 3% qui sont prévus comme 3% du chiffre d'affaires des opérateurs de télécommunications qui doivent être donc versés dans la caisse de l'État. Mais aussi curieux que cela puisse paraître. Il faut un audit technique. Je vous en prie. Non, l'audit, pas l'audit. Parce qu'en réalité, et avant que je risque de perdre l'idée, il faut voir qu'ils sont actionnaires dans les sociétés de télécommunications. Ce sont les dirigeants qui sont actionnaires dans les sociétés de télécommunications, qui ont donc minoré la fiscalité pour se les mettre dans les poches. Donc il faut partir dans les statuts de ces sociétés-là, parce que ce sont des sociétés d'origine étrangère. Mais quand elles viennent ici, elles doivent être créées conformément à la loi, et il y a des acteurs nationaux qui sont des associés. Il faut voir qui sont associés dans ces sociétés-là. C'est connu. Ah, bon. Alors, c'est... Je vous en prie. Il faut imposer l'autorité de l'État. Paraître, disais-je, j'ai parcouru la loi des finances 2022. Il n'y a rien qui est prévu pour le financement du déploiement de la fibre optique. Peut-être un oubli. Mais je le dis pour que ça retienne l'attention des décideurs. Parce qu'on doit aider effectivement le président qui tient vraiment au secteur du numérique. Nous avons saisi les conseils pour d'État. que ça rapporte des fonds à l'État. Il faut qu'on voit, il n'y a rien qui est prévu
pour la fibre optique. Mais Mon vous confrère savez- a évoqué le VSAT pour la transmission sécurisée des données. Ouais. En tout cas, dans les études techniques qui sont faites, les VSAT présentent certaines limites, d'autant plus que la couverture est faible. Par contre, avec la fibre optique, la transmission des données est sécurisée, même s'il y a Mais elle n'est pas là, la des fibre optique, intempéries. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle est pas Mais là. il- Alors, utiliser les je satellites. voudrais que vous Il faut reveniez quand recourir même au à ma satellite, question, Je vais revenir à la à ma question Ouais. de la non-organisation en 2023. Vous avez une réponse par rapport J'ai à une ça? réponse. Répondez, Je puis ne lui va prendre. conseille pas personnellement au président Tshisekedi de tomber de ce piège du glissement, de ne pas organiser les élections et de céder à la tentation du dialogue. La volonté- la volonté est là. On ne va pas innover chaque année. Il faudrait qu'on cherche les moyens, même s'il faut. Je sens qu'il y ait votre- on organise les élections dans les Bon, délais. Je sens Écoutez, votre- Vous avez parlé de cycle électoral. On peut séquencer les cycles électoraux. Hein, on peut commencer en 2023, effectivement, par les élections municipales. Ça, c'est faisable. Qui n'ont jamais d'ailleurs. Qui n'ont jamais été été organisées. réalisées. On Les commence avec locales. les élections municipales, peut-être pas locales, parce que là, ça sera Ouais, avec encore la machine compliqué, à voter, on peut mais tout prendre en les une fois. élections municipales peuvent être organisées dans un premier temps. Ensuite suivra les élections législatives et présidentielles et les élections provinciales. Ça peut se faire. Donc, on peut faire en fait, non un glissement, Ouais. mais un calendrier élargi. Un calendrier élargi En une permettant... Mais là, les politiques doivent s'entendre. Croyez-vous, en une année, il ne nous reste que 100 dimanches. Là, les Je vous en prie, je vous en prie. John. Quand Jérôme si parle les- des les politiques qui doivent politiques s'entendre, doivent- donc nous revenons encore dans la logique du dialogue. Non, Alors, les or, politi- les dialogues, en tout cas, il faudrait aussi savoir Les que dialogues quand à des même, vertus, hein. c'est aussi dangereux Les dialogues parce à des qu'on ne vertus. sait jamais. Si de départ le passé, cette expérience a été tentée, et voilà, bah, quand même, on a pu patienter 2 ans pour organiser Je les voudrais élections. vous rappeler, Il faudrait, lorsqu'on vit dans une nation, nous devons quand même apprendre à nous prendre au sérieux, c'est-à-dire il faudrait pas toujours vivre dans l'incertitude. Parce que les élections, c'est un droit, et puis c'est l'unique moyen qui permet au peuple de se sentir réellement représenté, voilà, dans les je animateurs voudrais nous rappeler, qui sont chargés justement en de les gérer. conditions de laboratoire, je sens que votre volonté de voir les élections en 2023 est plus forte que votre devoir de continuer la réflexion. Nous devons imaginer, et c'est ça la force de cette réflexion, imaginer qu'il n'y ait pas élection en 2023. Même si je ne le veux pas, même si personne sur cette table ne veut de cette question, mais elle est dans le domaine du possible. Et la réflexion nous impose de dire certaines choses sur lesquelles les dirigeants peuvent s'appuyer. Alors, dialogue ou pas, glissement ou pas, dans le cas où il y a, c'est la question, où il y a glissement et qu'il y a dialogue, ça signifie qu'il y aura un autre gouvernement qu'il faudra mettre en place pour légitimer les opérations. Oui, mais les gens peuvent s'entendre pour qu'il y ait un gouvernement qui ne soit pas constitué des politiques. Parce que vous voyez, nous avons ça. tenté pendant des années avec des gouvernements de politiques où il n'y a pas de résultat. Voilà, moi Il faut je penser recueille, voilà. à avoir Des technocrates. des technocrates, des Comme gens vous, qui professeur. s'engagent. Bon, j'y ai déjà été, c'est plus avoir des problèmes dans la tête que de réfléchir pour le pays. Vous avez des gens qui décident de ne pas se présenter aux élections et qui ne vont pas mourir. Vous voyez que Moi, ça fait combien d'années que nous, je suis nous- parti nous avons des libéré la Est-ce que pensée. je suis mort? Voilà, nous avons libéré la Non, pensée. c'est ça. Donc, si je comprends bien, Libérateur de la pensée. ou bien soit si on ne la libère pas, on ne va pas évoluer. Donc, dans les cas où il n'y a pas élection en 2023, il faudra qu'on s'entende. Une des conditions, peut-être que ceux qui vont entrer dans ce gouvernement-là ne soient pas candidats aux prochaines élections. C'est tout. Et qu'ils soient, voilà, c'est une très bonne chose. Ouais. Nous revenons donc à un autre élément de ce débat qui est en train d'aller vers la fin, mais c'était important. Aujourd'hui, quand vous regardez la CENI elle-même, dans sa composition, parce que vous savez que dans l'opinion publique, il y a eu une forme de revendication d'une catégorie de Congolais qui se plaignaient de ce qu'ils ont appelé la politisation de la CENI. Ce combat est encore l'objet des manifestations. Nous devons donc intégrer cet ensemble-là. Pensez-vous que la question de la CENI peut encore être remise sur la table ou bien c'est totalement définitif jusqu'aux élections? Professeur, et puis on prend les autres. Moi, je ne vais pas rentrer dans les querelles des Congolais. Parce qu'il n'y a pas de réflexion. On voit à tout prix que tel, s'il n'est pas de mon camp, je ne dois pas voter, etc. Nous, on voit la structure. On ne voit pas des individus. Parce que cette structure peut même être dirigée par un Chinois. Mais si vous avez échoué aux élections,
Mais les résultats qui vont sortir, si c'est bien organisé, ça sera les résultats qui reflètent la réalité. Alors pourquoi la tendance au rejet de ceux qui sont là est liée au fait qu'on parle des expériences antérieures, où on a vu des gens qui n'étaient pas élus, c'est le cas malheureux de Louis d'Or et plus d'autres personnes. On voit ceux qui n'ont pas été élus réellement, qui sont proclamés. Ça donne un peu de suspicion. Donc ce n'est pas lié aux individus, c'est lié à la structure. On doit voir la structure qui organise les élections, donner les moyens à cette structure et la contrôler pour savoir comment les moyens ont été utilisés. C'est pas un problème. Oui, John. Oui. Moi, je trouve que la question de la CENI mérite de revenir sur la table. Tout simplement pourquoi? Parce que la politisation de la CENI, c'est la politisation de la CENI qui nous a menés à tout ce qu'on déplore aujourd'hui. Et je recevais un des légistes qui disait que, voilà, dans la légistique actuelle, la loi commence à vivre surtout au moment de sa promulgation. Parce que le législateur, lorsqu'il a produit la loi, bon, il se dit, voilà, mon travail est terminé. Mais la loi sur la CENI, c'est une loi empreinte de beaucoup d'imperfections qui font que si nous avons connu, par exemple, la situation de l'année dernière avec celui qui avait été désigné avant, c'est Ronsard Malonda, c'était à cause de la loi. Et même le problème actuel qu'on a connu avec Denis Kadima, c'était toujours à cause de la loi. Lorsque nous avons des animateurs de la CENI qui ne font pas l'unanimité, c'est vrai, l'unanimité est difficile à avoir, mais qui sont quand même, qui ne sont pas issus d'un consensus acceptable, nous aurons toujours des problèmes. Et pour moi, cette loi qui vit, mais en entraînant des problèmes, doit être questionnée. Merci. Lidor. Merci bien, Willy. Merci beaucoup de la question. Je continue à dire que nous sommes des co-débatteurs sans être prisonniers d'une quelconque ligne éditoriale. La question de la CENI, je crois que, à mon humble avis, il faut un tout petit peu l'oublier. Parce que même si on mettait Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui à la tête de la CENI, il va être contesté. Et c'est une expérience, je peux dire, universelle. On l'a vu aux États-Unis, on le voit dans beaucoup de pays africains. Après les élections, il y a toutes des contestations. La neutralité et l'indépendance des animateurs de la CENI font partie de ce que j'appelle l'idéal. C'est quelque chose auquel on aspire. On n'aura jamais un animateur de la CENI, même s'il fait une déclaration devant les médias que non, moi je n'appartiens plus à ma famille politique, ainsi de suite. C'est totalement faux. Même si aujourd'hui c'était le candidat proposé par Martin Fayoulou, qui était président de la CENI, il rencontrerait le président Tshisekedi dans le cadre des échanges interinstitutionnels pour l'organisation des élections. Donc, moi, je pense qu'à cette étape, si nous aimons ce pays, il faut oublier ce qui s'est passé, mais directement entamer des discussions pour des réformes électorales au niveau institutionnel afin de pouvoir, bien entendu, baliser les terrains avant que vous qui nous amènent vers les élections. Terminer cette... Mais parce que nous parlons de la CENI, elle vient de la Constitution issue de la belligérance. Oui. Et elle est née par le fait que l'on voulait se faire confiance, vous ne savez pas confiance. Peut-on envisager que les élections soient organisées simplement par le ministre de l'Intérieur? Oui, c'est quand même une Sur possibilité. cette question, s'il faut réviser la Constitution, moi je suis totalement d'accord. D'accord. Je voulais justement revenir là-dessus. Dans beaucoup de pays, il n'y a pas de commission électorale. Les pays, en dehors des pays francophones, les commissions électorales sont dans des pays où la démocratie n'était pas assise dès le départ dans les institutions. Quand vous allez dans les pays anglophones, il n'y a pas de commission électorale indépendante. On reconnaît les résultats, il y a ce qu'on appelle le fair play. Mais dans les pays à conflit, dans les pays francophones, il y a toujours des conflits. On a mis en place ces structures-là pour assurer une certaine neutralité. Elle n'a jamais été absolue, mais neutralité pour permettre aux acteurs de se supporter. Mais si on constate que ça conduit à des désordres, on peut revenir aux méthodes traditionnelles, c'est-à-dire de confier ça au ministère de l'Intérieur. Parce que là, ce seront des fonctionnaires. Les fonctionnaires vont faire le travail et les fonctionnaires sont généralement Vous savez, William, nous sommes en train de faire une course contre la montre. Tout le monde autour de cette table, dans ce studio, veut qu'il y ait les élections dans le délai constitutionnel. C'est ça notre souhait, pour que le cycle électoral soit respecté. Mais à regarder les choses en face, eh bien, le vin est déjà tiré en ce qui concerne la CENI. Pour moi, je pense que
ça ne sert à rien de remuer les couteaux dans la plaie. Il y a quand même une alternative. C'est au niveau des réformes. Il faut que les débats en ce qui concerne la loi électorale soient ouverts et qu'on permette à ceux-là qui sont mécontents, qui n'ont pas réussi à placer le leur au niveau de la CENI, de s'exprimer. Et je donne 3 petits exemples. Supposons qu'au niveau de l'Assemblée, qu'on arrive à dire que dans la loi électorale, tous les procès-verbaux doivent être assermentés et envoyés par des moyens sûrs dans tous les états-majors politiques. Ça, c'est de 1. De 2, les informations contenues dans chaque machine à voter doivent être transmises, pas dans les états-majors. Les politiques, les états-majors restent avec les procès-verbaux, mais les données électroniques qui sont captées, clôturées dans chaque machine à voter, sont envoyées dans les serveurs centrales. Troisièmement, les élections, étant donné qu'on a mis la technique à la disposition de la CENI, les résultats doivent être publiés le même jour. Le même jour, parce que quand on a les informations en temps réel, eh bien, on peut arriver à publier. Et là, il y a moins de fraude. Troisièmement, un élément qui peut figurer dans la loi. Ça, je propose aux députés et sénateurs qui nous suivent. Étant donné que nous avons des difficultés de transport, le pays est immense, on n'a pas tous les moyens de notre politique, on peut organiser les élections sur 3 jours. Pourquoi? Cette machine à voter que nous avons est capable de permettre à un électeur de voter son président de la République, de voter son député national, son député provincial, son maire de la ville, ainsi de suite. En ce moment-là, on accorde un peu de temps à l'électeur. On s'est dit, bon, écoutez, vous arrivez devant, vous savez déjà, vous avez un bulletin où vous allez déjà, vous savez, vous allez mettre votre président, ainsi de suite, vous entrez là-bas. S'il faut que chacun prenne même 5 minutes, c'est une machine. Pour faire ça, on accepte, mais on permet à tous les Congolais de pouvoir voter et on organise les élections. 4 scrutins en une fois et on les fait un dimanche, un lundi, un mardi et le mercredi on clôture. En ces moments-là, non, le pays est immense avec tout ce que... En ces moments-là, on aura des résultats fiables, indiscutables et le jour de la clôture, la CENI a l'obligation de publier le résultat parce qu'on a vécu le cinéma qu'on a vécu pendant qu'on est en train de publier. Il y a des papiers qui passent derrière le dos. Vous avez oublié le mien, citez son nom là-bas comme député. On n'est pas des députés comme ça. Merci, chers amis. Il y a Voilà. beaucoup de réformes qu'il faut faire. Oui. Il y a des réformes sur les partis politiques. Oui. Ça, c'est fondamental. Il faut choisir. Vous dites que vous avez 500 ou 800 partis politiques. Est-ce que c'est des réels partis politiques? Ça, c'est la première question. Si on avait 500, 600 entreprises créées, ça donnerait du travail aux gens. Parce que les gens cherchent à aller aux élections pour avoir des mandats publics. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent de l'argent. C'est la seule profession qui existe au Congo, c'est la profession de politique. Or, un politique ne peut pas être un commerçant qui va chercher de l'argent. Il vient pour servir. Ouais. Il doit avoir une profession. Mais vous ne pouvez pas être à la fois. Premièrement, vous avez comme fonction, on a constaté ça, quelle est votre fonction? Pour devenir le millionnaire, ministre, ou bien si c'est là, non. Chacun a une politique. profession. Vous êtes des journalistes, vous êtes des avocats. Des professeurs vous êtes d'université, des médecins, des voilà. professeurs d'université. Contentez-vous de cela, mais cela n'est possible que par une meilleure redistribution des richesses. Nous allons, Si on redistribue rationnellement des richesses dans un pays, Voilà. beaucoup de gens ne vont pas aller en politique. nous allons prendre le dernier tour de table et nous allons terminer cet échange, cette dernière table. Nous allons quitter un tout petit peu les élections pour examiner la qualité de la dépense publique, parce que vous avez tous ici déploré le fait que l'État n'a pas de moyens, non seulement parce qu'il n'y en a pas, parce qu'il y a aussi fraude, détournement des fonds publics. Aujourd'hui, comment améliorer la dépense publique? Quelles sont les différentes réformes qu'il s'agit de suivre? L'ODEP nous permet sans doute parfois de tirer la sonnette d'alarme, de dire voilà, là vous avez dépassé, là il y a eu détournement. Maintenant, en tant qu'analyste, comment nous faisons pour que ces détournements finissent finalement? On en a parlé, mais cette année ici, c'était devenu presque comme un sport national. Comment on fait pour pouvoir améliorer la qualité de la dépense en minimisant au maximum la question du détournement? Nous allons commencer par Jérôme.
et puis nous finirons par les professeurs qui vont clôturer. Il y a des réformes, il faut quand même applaudir des deux mains les réformes que nous avons. Depuis 2018, le pays est doté de ce qu'on appelle la chaîne de la recette publique, qui est opérationnelle, qui est en train de s'implémenter sur l'ensemble du territoire national. Dans la ville de Kinshasa, nous avons ce qu'on appelle le ring de Kinshasa, 12 km de fibres optiques qui interconnectent toutes les banques, toutes les régies et quand vous venez payer, à la seconde, tout le monde est informé que vous avez payé. C'est une avancée majeure. C'est ce qui fait que vous avez un boom des recettes au niveau des régies financières. Mais à côté de cette fibre, de cette chaîne de la recette publique, il y a la traditionnelle chaîne de la dépense avec ses 4 phases. L'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et les paiements au niveau de la Banque centrale. Mais c'est là où il y a des problèmes avec des dépenses d'urgence. Des dépenses d'urgence, entre guillemets, des souverainetés. C'est là où on dilapide l'argent comme si c'était des cacahuètes, ceux qui les font, oubliant que c'est un patrimoine national. Alors, ce qu'il faut faire, c'est essayer de réglementer les choses. Maintenant que les recettes augmentent, eh bien, la qualité de la dépense doit suivre. Et cette qualité de la dépense doit être assortie d'une volonté politique du chef de l'État qui doit donner les tonus, par exemple en disant que, eh bien, j'ai promulgué la loi des finances 2022, nous, politiquement au niveau du gouvernement, nous réduisons les trains de vie et que le gouvernement se mette. Ce qui va permettre à ce qu'on ne détourne pas. Non. Ah, d'accord. Parce que le problème est le suivant. Moi, j'ai confiance à l'IGF pour le moment. Il y a une patrouille financière qui est enclenchée pour surveiller les décaissements de l'argent public. C'est-à-dire, vous avez des dépenses à faire avant de les exécuter, l'IGF est là. Est-ce que vous savez que même au niveau de la Banque centrale, il y avait déjà les gaillards de l'IGF qui étaient là-bas? Combien d'argent on a récupéré? Une vingtaine de millions de dollars qui allaient sortir pour être dilapidés. Donc, je pense que avec la présence de l'IGF, avec la présence de la chaîne de la recette qui augmente les recettes, et là, il faut respecter les 4 phases de la chaîne de la dépense que je venais de décrire ici. Mais au-dessus de tout ça, la volonté politique, l'exemple venant d'en haut, le président de la République doit réduire son train de vie, il doit servir d'exemple comme il avait fait les tout premiers voyages qu'il avait effectués, il avait remboursé de l'argent, il doit continuer sur cette lancée et qu'on arrête avec les cinémas. L'argent du trésor public, quand on l'a détourné, il faut qu'on sanctionne les détourneurs et l'argent doit retourner. Et pour terminer, il faut que ceux qui volent retournent, mais il y a la cour des comptes. Vous savez que nous avons des magistrats là-bas, assermentés, qui ont été formés par la Banque mondiale. Ils n'ont jamais prêté serment. Il y a des juges financiers là-bas. En principe, l'IGF ne pouvait pas amener ces dossiers au niveau des parquets, où on peut entrer et sortir et corrompre comme on veut. Là-bas, si l'IGF prend ces dossiers et amène dans les tribunaux financiers qui se trouvent installés avec des gens bien aguerris, bien formés, qui sont à la Cour des comptes. William, pour terminer, il ne faut pas que les gens pensent que non, quand je parle du chef de l'État, je suis contre lui. Non, il est notre président de la République. Il est mon président de la République. Et moi, je veux qu'il réussisse. Ce n'est pas pour rien que nous l'avons élu. Donc, les gens doivent comprendre que lorsque nous réfléchissons à haute voix pour amener notre pays vers le progrès, eh bien, on n'a pas des gants à mettre. Eh bien, il est le garant de la nation. Et en tant que garant de la nation, il est le premier politicien et le premier citoyen. S'il tape du poing sur la table, les choses changent. Voilà pourquoi nous les citons. Et pour terminer, nous, au niveau des toiles d'araignée, nous, au niveau de l'ODEP, parce que nous avons fait un consortium, nous avons saisi les autorités judiciaires, notamment pour que nous puissions faire annuler la loi cadre sur les télécoms. Les conseils d'État doit annuler cette loi cadre-là qui a été promulguée, la renvoyer au Parlement pour que nous puissions donner à l'État les moyens de sa politique. Il y a des milliards à ramasser là-dedans. Merci. Ludor. Moi, j'aimerais quand même qu'une nette différence soit faite entre le travail de l'IGF, de la Cour des comptes et de l'ODEP. Je voudrais commencer par l'ODEP. Moi, je plaide pour que l'État donne à cette institution, si je peux ainsi le dire, les moyens de sa politique pour nous aider aussi à jouer son rôle. Parce qu'il y a toujours cette confusion avec l'IGF, on ne sait plus aujourd'hui quel est le rôle de la Cour des comptes, et surtout, pour ce qui concerne l'IGF, le travail est appréciable d'une manière générale, mais le battage médiatique qui accompagne ce travail fait qu'à certains moments, certaines personnes
risquent de croire que c'est un service qui plaide pour une chapelle, qui est au service d'une chapelle, ce qui n'est pas bon. Moi, je pense que quand on arrête des gens ou quand on dénonce les détournements des deniers publics, que les personnes coupables soient arrêtées, jugées, et lorsque l'argent qu'ils ont détourné est remboursé, que ça se fasse devant les médias et qu'on rende compte de la façon dont sont gérés les fonds détournés. Mais tant que rien n'est fait, que les gens vont en prison pour quelques heures et puis on les revoit, ça crée un problème. Et dans l'entretemps, nous avons besoin d'argent pour organiser les élections en 2023. Je rappelle qu'il ne reste que 100 dimanches. Merci. Oui, à cette question, moi, je réponds tout simplement, il faudrait qu'on dise tout simplement halte à la complaisance. Lorsqu'on parle de la chaîne de dépenses, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on parle de la traçabilité, mais cette traçabilité aussi doit aussi intervenir après. C'est-à-dire, on a effectué le contrôle, on a remarqué que autant a été détourné, mais il faudrait aussi qu'on nous dise que ce qu'on a retrouvé, ce qu'on a récupéré, voilà, on en a fait ceci. On l'a placé à tel endroit. Justement, pour compléter Louis d'Or par rapport à tout ce que au travail que fait l'IGF, je le remercie pour ce qu'il fait. C'est bien, c'est déjà bien, c'est un début, mais il faudrait aussi à un certain moment qu'on sente que voilà, l'IGF a fait son travail, il a pu récolter autant qui ont servi à tel travail ou bien qui ont été replacés là où ils étaient. Mais en ce qui concerne les dépassements budgétaires, nous devons nous servir, nous devons partir de l'exemple. Quelle est l'institution qui est la plus réputée en matière de dépassement budgétaire? C'est ça le problème. Il faudrait que l'exemple provienne de la tête. Et je pense que tout le monde suivra. Et puis, pour ne pas citer notre ancien président qui condamnait les détournements, mais avec cette petite nuance, mais voyez un peu. Voilà. Lorsque les gens, on sait que voilà, au niveau de la tête, il y a déjà ça, parce que tous ces dépassements, c'est pas pour rien que ça s'est fait. Et c'est pas pour rien que ça s'est fait. Je pense que l'exemple doit venir d'en haut. Et puis après, bon, les autres suivront. Professeur Bakande, déjà pour terminer cette émission. La première des choses à vous dire, c'est que des réformes sont toujours nécessaires. Et en matière de gestion publique, les premières réformes à faire, c'est en matière financière. Il n'y a pas d'État sans ressources. Or, c'est dans le domaine des finances où on ne légifère presque pas. On peut légiférer, violence faite aux femmes et tout ce qu'on veut là. Mais en matière financière, on ne voit pas des lois pour protéger les deniers publics. Moi, j'apprécie le fait qu'il y ait la chaîne des recettes. Pourquoi on a parlé de la chaîne des dépenses avant? La chaîne des dépenses, c'était seulement pour vous dire, cessez de vous voler vous-même, respectez la loi sur la comptabilité publique. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué en réalité? Le circuit informatisé de dépenses signifie que si on utilise l'outil moderne, on pouvait aller avec son ordinateur, on vérifie comment les fonds sont en train d'être mouvementés de tels engagements, liquidations, ordonnancements et paiements. Mais ce n'est pas le cas. On doit suivre les agents dans ces services dépensiers de l'État. On doit suivre les agents pour s'assurer que le travail est fait. Et s'assurer que le travail est fait, c'est utiliser la corruption. Or, c'est ça qu'on ne veut pas. Alors, dernier élément important pour en ce qui concerne les dépenses. Il faut retenir que gouverner, c'est dépenser. Mais c'est dépenser économiquement utile. Il y a certaines dépenses qui peuvent être considérées comme étant improductives, mais qui s'avèrent par après étant des dépenses d'investissement et de développement. Dans la conception classique des finances publiques, on considérait par exemple que financer l'éducation, la santé, c'était improductif. Mais aujourd'hui, on se rend compte que lorsque on finance la santé, on finance l'éducation, on s'enrichit. Donc, il y a des dépenses économiquement utiles et des dépenses politiquement utiles et politiquement inutiles. Donc, c'est un problème de choix de la part de l'autorité qui doit savoir quelle est la dépense que je dois réaliser qui permet d'avoir des ressources suffisantes. Dernier exemple, on a critiqué, je crois, c'est le DEP. Voilà, le président de la République a fait beaucoup de déplacements à l'extérieur, etc. La diplomatie, par le passé, était une dépense économiquement inutile, dans la conception classique.
Mais on s'est rendu compte qu'avec la diplomatie, ça peut vous ramener de l'argent. Alors le plus important, c'est le contrôle qu'on doit faire de l'utilisation de ces ressources-là. Il y a deux institutions de contrôle dans un pays, c'est l'inspection générale des finances et la Cour des comptes. On ne met pas l'accent sur la Cour des comptes, qui a un pouvoir financier important, qui fait trembler les gens. On met l'accent sur une structure qui n'a pas de pouvoir coercitif, qui dénonce, mais pour mettre en œuvre ces dénonciations, appliquer les lois pénales, pour récupérer ce qui est dû à l'État, on ne recourt pas aux structures appropriées. Et là, on est mal parti. Merci beaucoup, professeur Grégoire Bakandé-Jawampou. Vous avez parlé de la diplomatie, ce qui me permet d'évoquer votre ouvrage Droit du commerce international en Afrique, à la quête d'une mondialisation économique équilibrée et porteuse d'espoir. Nous sommes donc bel et bien un pays qui se gouverne de l'intérieur pour s'ouvrir à l'extérieur. Il faudra donc que nous soyons, en faisant les élections de manière régulière, c'est ça qui va créer cette visibilité et cette réputation des pays sérieux, des pays démocratiques. Mesdames et messieurs, nous avons donc fini ce débat. Ce débat est ouvert pour vous. Il s'est clôturé provisoirement pour nous aujourd'hui. Nous nous sommes interrogés, pouvons-nous organiser les élections en 2023? Nous avons dit, nous pouvons le faire, à condition que les préalables que nous avons évoqués aujourd'hui, même ceux qu'on n'a pas évoqués, soient effectivement respectés. Nous avons dit, et c'est une phrase heureuse, il nous reste 100 dimanches, les jours du Seigneur. Il nous reste 100 jours du Seigneur pour que le jour du pays s'imposât, les jours des élections. Alors, dans les Seigneurs, travaillons de manière rigoureuse pour que les institutions ne perdent pas une minute pour l'organisation de ces élections en 2023. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous nous séparons. Je remercie vraiment les co-débatteurs qui étaient aujourd'hui Jérôme Sekana, Louis Dorbalekelaï et John Zati, mais aussi surtout notre invité principal, le professeur Grégoire Bakandéja, dont les générations des hommes formés font déjà une armée aujourd'hui. Au revoir et à la prochaine. En République démocratique du Congo, il ne se passe pas un jour sans que l'argent de l'État soit détourné. Ce sont des millions de dollars, voire même des centaines, qui prennent des directions obscures. À l'opposé, la misère gagne du terrain. L'absence de réformes et de contrôles efficaces aggrave davantage la situation. Pour rendre les finances publiques au service de la lutte contre la pauvreté, il est donc temps de changer la situation. Doter les organes de contrôle des moyens nécessaires pour mener l'action. Message de l'Observatoire de la dépense publique.